Bienvenue, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles téléspectateurs, vous êtes bien sûr Teller TV. Je suis Christian Perrin, avec moi sur ce plateau, monsieur Jean-Claude Félix Chikaya. Vous êtes chercheur à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, groupe Afrique. Bonjour. Oui, bonjour. En tout cas, merci infiniment de m'honorer de pouvoir intervenir sur votre chaîne. C'est un honneur et un plaisir pour moi. Merci d'accepter cette interview qui portera sur la visite du ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, qui est attendu à Oyo, Congo-Brazzaville, et la tournée du président français Emmanuel Macron au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau. Comment peut-on interpréter ce déplacement en Afrique centrale, bien entendu, et dans la même période de ces deux personnalités représentant respectivement la Russie et la France, qui, on le sait désormais, deux pays hostiles l'un à l'autre. D'aucuns pourraient avoir une lecture qui pourrait d'emblée inviter à voir le continent africain comme théâtre des enjeux de deux mastodontes géopolitiques et géostratégiques que sont la Russie et la France, donc via l'Union européenne. Mais cela ne s'arrête pas là, parce que sur le plan historique, il y a l'URSS en Afrique qui a aidé à la décolonisation, et bien des étudiants qui ont des avis et des parcours politiques différents, qui ne sont pas tous sortis, en tout cas qui ont continué à être marxistes-léninistes ou autres, mais l'URSS d'antan a été un lieu refuge et dense sur le plan intellectuel, philosophique, mais qui a donné aussi des sérieux coups de main à des périodes de décolonisation sur tout le continent africain et ailleurs. Donc, c'était contre la colonisation française, anglaise et portugaise. Donc, c'est important de le signifier. Mais pour revenir à 2022, l'arrivée de M. Lavrov, c'est l'arrivée donc de la Fédération de Russie, donc de M. Poutine, qui a en Afrique un certain écho pour certains, ou certains parlent de poutinophilie, et d'autres d'un regard sur fond d'écran, de diversification du partenariat sur le plan géostratégique et géopolitique, qui disent on échange aussi bien avec les uns et avec les autres, tout en disant aux uns et aux autres, nos tutelles, ni Russe-Afrique, ni France-Afrique, ni Chine-Afrique, mais plutôt un panafricanisme émancipé, affranchi, et qui peut donner donc plusieurs de ses voix, et notamment dans le vote à l'ONU. On a vu qu'une bonne partie de l'Afrique n'a pas voulu condamner, tout en n'étant pas pour, bien sûr, une guerre contre l'Ukraine, mais n'a pas condamné comme d'autres l'ont fait ici et là, et puis d'autres dans le même continent. Donc, je parle de l'Afrique, se sont abstenus, et d'autres ont voté contre, mais avec assorti de commentaires qui se différenciaient d'habitudes de vote, où l'Occident un petit peu se voulait comme ventriloque de nos responsables politiques, qui ne pouvaient voter que ce que l'Occident avait, entre guillemets, demandé de voter, ou il y avait des intérêts qui semblaient être bloqués et être tutélaires, en tout cas dans un réflexe tutélaire, soumis à celui-ci. Beaucoup de nos dirigeants qui faisaient œuvre aussi de népotisme, souvent des régimes autocratiques et autoritaires, votaient pour l'Occident, qui en même temps de soutenir des autocrates, de soutenir des dictateurs, et parfois, malheureusement, comme s'ils s'auto-convoquaient à nous faire la leçon sur les droits de l'homme et sur la République, sur la démocratie, sur tous les régimes qui permettent le respect de la dignité de l'homme, tout en encourageant, tout en maintenant, tout en soutenant de différentes façons et de différentes manières des dictateurs et des autres autocrates qui mènent la vie dure, mandat après mandat, même si ça va au-delà des mandats autorisés. La Constitution est changée, et cela permet à ces mêmes personnes soutenues par les mêmes qui nous font, si on veut malheureusement bien les entendre, un cours sur la démocratie. On n'a pas besoin de tutelle pour avoir une vision sur la démocratie.
parce que s'il y a bien un continent qui se bat pour la démocratie dans le monde, l'Afrique en fait partie. Beaucoup de militants sont aussi dans les cimetières en termes de panthéon des combattants pour la démocratie. D'autres sont dans les géoles, d'autres sont en exil. Donc, on a besoin d'aucune leçon sur la démocratie, d'aucune leçon sur l'émancipation, d'aucune leçon sur l'autonomie. Donc, tous les réflexes tutélaires, d'où qu'ils viennent sur le plan géographique, sont inutiles. Alors, monsieur Jean-Claude, La visite de Monsieur Lavrov. Pourquoi je dis cela? C'est mon avant-propos. Eh ben, elle vient un petit peu mettre en exergue une interrogation qu'on peut avoir. Comment se fait-il que ce monsieur vient à Oyo, lieu siège de l'autocrate congolais. Donc, il ne vient pas vraiment voir le peuple congolais, mais plutôt voir l'autocrate qui se maintient depuis des décennies, au pouvoir. Donc, ça interroge bien des personnes des personnes, j'allais dire de la diaspora, mais africaines, qui avaient comme un tropisme à l'égard de la Russie, et là s'interroge sur cette visite de M. Lavrov à monsieur Sassou dans son lieu siège, qui est le lieu de bien, pas seulement des souvenirs, mais bien des tourments de millions de Congolais, et même ceux qui sont en exil. C'est le symbole, même l'emblème de cet autocrate qui est monsieur Sassou Nguesso, président du Congo. Est-ce que de l'autre côté, parce que de toute façon, nous connaissons tous le climat international actuellement, et Lavrov se rend à Oyo, au Congo-Brazzaville, au cœur même du précaré français. Est-ce qu'on peut parler là d'un pied de nez contre la France? Moi, je pense qu'il ne faut pas se situer par rapport à la France, le pied de nez contre la France. Ceux qui vont malheureusement, j'allais dire, se contenter de cela font une erreur monumentale. Ça aurait un côté revanchard, complètement inutile, bénin, et qui est après à côté des enjeux géopolitiques et géostratégiques. Là, on parle de géopolitique et géostratégique, donc le pied de nez, Monsieur Sassou Nguesso, comme bien des autocrates, que ce soit dans le continent ou ailleurs, font montre de duplicité chaque jour. Donc, ceux qui pensent que c'est un pied de nez, ils se trompent. C'est une bataille géostratégique, certes, pour essayer de combattre le précaré français, mais sauf que ça vient soutenir un autocrate qui mène la vie dure au quotidien de millions de Congolais, et de millions de Congolais, soit vivants, mais d'autres aussi qui sont morts ou dans les géoles. Que pense monsieur Mokoko dans les géoles de la venue de monsieur Lavrov? Est-ce que monsieur Lavrov aura un mot pour ses opposants qui sont en exil, qui sont dans les géoles? Je parle de monsieur Mokoko. Est-ce qu'il aura donc, est-ce que la Russie, est-ce qu'on peut poser la question, est-ce que la Russie est du côté des peuples qui veulent s'émanciper? Si on pose la question, allons vers Khartoum. Khartoum, il y a des milliers, voire des millions de Soudanais qui, chaque semaine, chaque vendredi, et parfois même 2 fois par semaine, manifestent, sont pro-démocratie, contre le pouvoir d'Omar el-Béchir il y a quelques années. Et encore maintenant, on a donc la survivance de son pouvoir qui mène la vie dure au quotidien aux Soudanais. Eh bien, M. Lavrov et son pouvoir soutient pas ceux qui sont pro-démocrates et qui viennent manifester, mais ceux qui bastonnent, qui massacrent et qui répriment dans le sang les pro-démocrates. Donc, il y a un moment, ceux qui ont un tropisme vers la Russie ou Poutine, pour différentes raisons, cela leur appartient. Je ne suis pas là pour faire la leçon à personne. Mais l'interrogation, comment on peut voir quelqu'un qui vient soutenir, soi-disant, une émancipation de l'Afrique, un affranchissement de l'Afrique de la France-Afrique, sauf que à quelques milliers de kilomètres, ce même pouvoir russe, comme la France fait aussi, sur un petit peu ses oscillations en soutenant des démocrates, mais surtout des non-démocrates, des autocrates et des dictateurs, la Russie ne fait-elle pas la même chose? Je pose la question aux auditeurs, en allant à Oyo chez monsieur donc Sassou Nguesso, on y reviendra peut-être tout à l'heure, comme monsieur Macron va voir monsieur Biya
qui est là depuis plus de 40 ans, qui a bientôt 90 ans, qui aligne les mandats comme des perles et qui malheureusement mène la vie dure et ne mène pas une politique économique et sociale qui permet à la dignité de tous les Camerounais, qu'ils soient francophones, anglophones, bamilékéophones, quel que soit ophone, mais en tout cas Camerounais qui puissent vivre de manière digne. Mais est-ce que ce voyage, bien entendu, la visite de Lavrov ne peut pas être pris comme une simple visite de courtoisie ou qui entre dans le cadre de la diplomatie? Pourquoi est-ce qu'on pense que c'est pour soutenir l'autocrate Denis Sassou Nguesso? Alors, en diplomatie, il n'y a pas de courtoisie. Toutes les visites ont un accent géopolitique, géostratégique et politique. Je sais que bien nombreux vont vouloir y voir comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc faire entre guillemets un pied de nez au précaré français. Certes, ça rentre dans l'imbrication de cette visite comme d'autres actes politiques dans toute l'Afrique, que ce soit au Sahel ou ailleurs, de la part de la Russie, de la Chine, même de la Turquie et autres. Mais ça, c'est le jeu géopolitique dans lequel tous les pays africains doivent rentrer. C'est-à-dire que la géopolitique, c'est un rapport de force. La géostratégie, c'est un rapport de force. Donc, ceux qui veulent y convoquer la courtoisie, l'amitié et autres, plaît à eux. Mais sauf qu'ils sortent du giron géopolitique et giron géostratégique, il n'y a pas d'amitié en géostratégie et géopolitique, parce que quelle est l'amitié de M. Lavrov pour les manifestants de Khartoum chaque semaine qui se font massacrer? Donc, voir une visite courtoisie, non, c'est sûrement une visite. Je ne vois pas M. Sassou ou un ministre des Affaires étrangères, donc le premier diplomate de la Russie, avoir le temps de faire des visites de courtoisie en dehors de sa vie privée. Et là, il va bien, pas pour une visite privée, mais bien en tant que ministre des Affaires étrangères. Donc, il y a tout le poids, j'allais dire médiatique, certes, géostratégique et géopolitique, mais diplomatique et politique. Il va dans un lieu, il aurait pu dire non. Ce lieu est trop marqué, ce lieu est trop emblématique sur le plan de la vie politique et l'histoire politique du Congo. Il accepte d'aller à Oyo. Donc, tout cela convoque toute l'histoire du Congo, la réalité du Congo aujourd'hui. Donc, certains peuvent y voir la courtoisie. Sachez que moi, je n'y vois pas de courtoisie, mais ça, c'est mon analyse personnelle. Et donc, de que géopoliticien. répondez-vous, pardon, monsieur Oui, Jean-Claude Félix dites-moi. Kaya, que répondez-vous Ouais. à ceux qui pensent que c'est la réelle politique? Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. La réelle politique, sauf que la réelle politique, elle ne peut s'épargner une analyse et un positionnement politique. Parce que la réelle politique qui convoque à autoriser à des postures politiques et un tropisme qui se veut parfois pro-Poutine et contre la France-Afrique, je ne sais pas comment on peut être contre la France-Afrique, et là je suis contre la France-Afrique, j'en suis, mais être pro-Poutine, comment on peut être, c'est des oscillations et des cohabitations complètement infernales. Parce que diriez-vous donc aux manifestants si, en tant qu'Africain, même en tant qu'être humain ou tout simplement personne dans le monde qui s'interroge sur le sort de chacun, de tous et de chacun, notamment sur le plan géopolitique, aux manifestants à Khartoum qui sont bastonnés, massacrés et qui ont eu une révolution de géopolitique des peuples complètement confisqués par le pouvoir soudanais. Donc, on voit bien que les oscillations et la géométrie variable sont aussi à l'intérieur du jeu géopolitique. Donc, posez la question à M. Lavrov. Il ne s'agit pas de le condamner. Il s'agit de lui poser la question. Comment vous faites, M. Lavrov? Comment vous faites, monsieur? Vous êtes le premier diplomate. Comment vous faites pour soutenir M. Sassou Nguesso? Parce que ce voyage sonne comme un soutien, comme certains verront peut-être le voyage de M. Sassou comme un soutien. Beaucoup diront non. Monsieur Macron a déjà dit je vais au Cameroun, mais pas pour faire la morale sur la démocratie, sauf qu'il est beaucoup plus bavard et offensif sur les autorités de transition au Mali ou ailleurs. Donc c'est bien la géométrie variable et indignation sélective que connaît bien la géopolitique. Donc moi, ce que je pourrais dire, c'est peut-être une convocation à un regard froid sur le plan géopolitique. Est-ce que je peux poser la question aussi aux citoyens congolais et africains et panafricains en général?
si le pouvoir de M. Sassou, au sortir d'accords qui ne vont pas finir d'être noués pendant ce voyage, qui va être donc soutenu et renforcé par un mastodonte géopolitique, la Russie, qu'en est-il de ceux qui, au Congo, tous les jours, se battent pour Et avoir… si on pouvait se le permettre, de quoi peuvent-ils parler les deux, Lavrov et Denis Sassou Nguesso, en Ben, cette période? moi, je ne demande rien à M. Sassou, je pose la question à M. Lavrov plutôt et au peuple congolais. La question que je pose au peuple congolais, par exemple, hein, parce qu'ils sont les premiers concernés avec le peuple russe, qui n'ont pas, il n'y a pas une pensée unique ni à Moscou ni à Brazzaville, quelle est la question qu'ils peuvent poser à Lavrov? Une bonne partie du continent africain vous voit quand même avec des yeux beaucoup plus positifs devant cette lassitude d'une France-Afrique qui dit tout et son contraire, qui fait surtout le contraire de ce qu'il dit. Donc, est-ce que vous n'êtes pas dans le même réflexe en acte, en disant que vous êtes aux côtés des peuples africains, en soutenant un régime militaire, tout en allant cette semaine à Oyo chez un autocrate. Donc, est-ce que vous ne pouvez pas être aussi, ce qu'on demandera à tout président qui vont voir un président autocrate, d'essayer d'entamer un pouvoir autocratique qui malheureusement mène la vie dure aux citoyens dans le pays dans lequel vous allez vous rendre, et notamment dans un lieu qui est très signifiant, Oyo. Donc, le peuple congolais, pour beaucoup, je ne sais pas pour certains, mais je pense pour beaucoup, va se poser cette question. Monsieur Lavrov, ou peut poser la question sans donner la réponse. Comment faites-vous pour venir à Oyo? Est-ce que c'est venir voir les Congolais ou venir voir Monsieur Sassou Nguesso de manière particulière? Est-ce qu'on doit vous présenter le bilan de Monsieur Sassou Nguesso de plusieurs décennies? Donc, que faites-vous et qu'est-ce que répondez-vous aux, aux militants congolais qui se battent contre cette autocratie et dictature? Que répondez-vous à ces peuples qui voudraient bénéficier d'un regard beaucoup plus euh, objectif sur la réalité de la vie quotidienne des Congolais, la réalité d'une démocratie qui n'a pas lieu au Congo, la réalité des libertés publiques qui est absente de la vie politique des Congolais. Donc, en tant que diplomate, donc en tant que représentant du monde, et notamment comme sont tous ceux qui sont à l'ONU, le Congo, comme tous les pays d'Afrique, sont dans le concert des nations, font partie de ces communautés internationales. Quelle est votre position? On aimerait l'entendre, que ce soit à Oyo ou ailleurs. Vous venez à Oyo, on a quelques griefs contre cela, mais que répondez-vous à cette question? Comment faites-vous pour aller dans un lieu qui pourrait être lu comme un soutien à un autocrate? Alors, en ce même mois de juillet, nous avons vu Joe Biden au Moyen-Orient, Poutine en Iran, et maintenant là, on parle de Sergueï Lavrov à Oyo, et bientôt, donc 2 jours, je crois, ce sera le président français Emmanuel Macron, comme on l'a dit, dans sa tournée qui commencera par le Cameroun, le Bénin, et puis qui se terminera probablement par la Guinée-Bissau. Est-ce qu'on peut parler d'une simple coïncidence d'agenda? Non, c'est pas une coïncidence. Bonne pioche, si peut me permettre sur le plan intellectuel, ça montre toute la complexité et voire la réelle politique. C'est-à-dire que M. Biden a été obligé de se faire profil bas alors qu'il disait que la personne qu'il est allé voir, auquel il a euh, exposé de manière privée la question des droits de l'homme, comme M. Macron dit qu'il va exposer de manière privée et pas médiatique la question des droits de l'homme et des libertés publiques que j'énonçais depuis tout à l'heure auprès de M. Biya, parce que c'est vrai qu'il est toujours difficile d'aller dans la capitale ou dans le pays d'une personne et de lui dire certaines choses. Ça peut être vu comme là aussi un réflexe tutélaire ou une leçon faite, mais il peut se poser des questions que vont se poser les Congolais, et comme certaines personnes en Arabie Saoudite qui font partie de ceux des oppositions qui sont aussi pas tellement permises de s'exprimer, la famille du journaliste. Donc on voit bien tout ce qui a été dit avant et à l'extérieur, comment cela à l'intérieur d'un pays est rendu difficile, comment dans une crise économique
inflationniste, cela est difficile de trouver des interstices pour se faire comprendre et entendre. Donc, il y aura des contradictions, mais qui ne prendront pas de temps à avoir un boomerang, que ce soit dans la géopolitique des peuples qui vont entendre et voir les contradictions et les lire, et on va leur opposer la réelle politique. Sauf que la réelle politique, il y a la réelle politique du quotidien de chaque citoyen qui dit, c'est vrai, on comprend les oscillations, les contradictions et autres, mais revenons à notre quotidien, mais revenons à notre quotidien politique et économique. Donc, il faut tenir tous les bouts, si je puis dire. C'est essayer que chaque citoyen, qu'il soit congolais ou un autre, comprenne bien sûr les réelles politiques et les contradictions qu'il peut y avoir à l'intérieur d'une vie géopolitique, et en même temps essayer de faire pression un peu partout pour créer des interstices qui permettent au peuple de respirer et d'être mieux entendu, parce que malgré tout, Biden, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut, mais il a quand même émis devant la pression mondiale qui lui a dit attention, on vous rappelle ce que vous avez dit il y a quelques mois, il y a des traces écrites, orales et autres numériques, donc faites état. Donc ça a été fait sur le plan privé, et l'important c'est que M. Lavrov mette au moins sur le plan privé, ensuite sur le plan médiatique ou non, mais qu'on sache, qu'il entende la majorité du peuple congolais qui aspire à autre chose que vivre encore une fois ces décennies d'autocratie, voire d'autarcie, où on reçoit les uns et les autres, mais ça ne dessert pas l'étau qui malheureusement s'abat et enserre la vie de chaque Congolais, même si certains des minoritaires veulent nous compter et nous narrer le contraire. Alors, pour terminer, évidemment, le 28e sommet Afrique-France tenu en octobre, bien sûr, à Montpellier, se voulait une rupture avec le passé, avait annoncé Paris. Et finalement, on n'a jamais rompu avec ses habitudes. Et la preuve, c'est que Monsieur le Président français Emmanuel Macron va se rendre, nous l'avons dit tout à l'heure, d'abord chez Biya, parce que c'est par là qu'il va commencer, qui est un symbole de l'autocratie. Est-ce qu'on peut parler d'une trahison, finalement? Vous savez, comme dit l'expression, les promesses n'engagent que ceux qui veulent y croire. Montpellier aurait dû se faire de la sorte, c'est un point de vue personnel. Inviter une société civile qualifiée de jeunes. On parle de l'Afrique, on parle toujours de jeunes. C'est aussi un regard sur le plan politique et diplomatique pour ceux qui savent que ça réduit la considération que certains auront parce que ça vous cornérise. Donc, si vous voulez parler à l'Afrique, vous ne parlez pas seulement à la société civile, vous parlez aussi à l'Afrique qui décide, même si c'est une Afrique, même si pour certains c'est une Afrique autocratique, dictatoriale et autres. Donc il aurait dû avoir une combinaison vous pouvez convoquer des personnes de la société civile, mais il fallait aussi peut-être maintenir ou en tout cas organiser une rencontre entre les sociétés civiles qui ont du mal à s'exprimer dans leur propre capitale, et ben que Montpellier aurait pu être la capitale de l'expression des sociétés civiles africaines qui sont enserrées, bastonnées, massacrées, embastillées, et ben que ça soit qu'on aille jusqu'au bout du processus. Comme nous ne sommes pas allés au bout du processus pour la République française, donc ça accouche entre guillemets d'une souris qui essaye de survivre. On veut comment une république, qu'elle soit française ou ailleurs, veut financer une démocratie. Mais ce ne serait pas faire de la géopolitique, de faire croire à des pays qu'un pays puissance va aider un autre pays, qu'il soit puissance ou non, à devenir puissant, autonome et émancipé. Ça, c'est pas de la géopolitique. Ça, c'est une discussion volontariste qui veut faire croire que des puissances, quelle est la puissance qui va aider une autre puissance ou des pays qui peuvent être potentiellement puissants. Certains ont l'outrecuidance d'appeler ces pays-là des émergents. Donc, le contraire d'émergent, c'est la tête sous l'eau. Le contraire de développer, c'est sous-développer. Donc, tous ces termes qui nous parlent d'aide et de sous-développement ou de développement sont des termes qui viennent réduire et qui nous soulignent et nous indiquent comment nous sommes vus et perçus et traités, même au sein des institutions internationales. Donc, le fait que même là, Monsieur Macron va à Yaoundé avec deux sportifs
pensant comme si les sportifs, il y avait plus de sportifs, vous savez, le regard un peu néocolonial ou colonial, le noir, la musique et le sport dans le sang. Ce n'est pas faire offense à nos sportifs et nos artistes, aucunement. Mais on a besoin de plus de politique, on a besoin de plus de géopolitique, on a besoin de plus de regards francs et non assortis à chaque fois de symboles. Donc, on fait venir donc une société civile sans, sans traduction, ne serait-ce que pas seulement dans la revendication, on ne demande pas que M. Macron devienne le préfet ou la tutelle ou le haut-parleur des sociétés civiles africaines, mais il aurait fallu, si vraiment on voulait aller au bout de cette démarche, que les sociétés qui sont enserrées et cornérisées pour ceux qui luttent dans nos capitales et dans les milieux ruraux africains qui sont mis de côté, ostracisés, que Montpellier puisse être, si ça le devait être cela, un lieu d'échange sous les yeux du monde, sous les caméras du monde. Voilà nos revendications légitimes en termes de démocratie. Qu'en est-il pour les prochaines élections? Qu'en est-il pour demain? On voit bien que les présidents africains ont été en plus quand même offensés. Donc, ça a accéléré la diversification en termes de partenariat pour les autocrates ou autres vers d'autres pays que la France. Donc, la France a perdu de son influence, mais de toute façon, son influence, elle doit absolument s'armer de changements de paradigme sur l'Afrique et les Africains sur le plan politique, géopolitique, philosophique, le regard. Donc, c'est bien une révolution copernicienne que doit aborder le champ économique français sur le plan politique, sur le plan économique, qui échappe, d'ailleurs, qui ne fait pas de bruit. Mais la France-Afrique qui est co-animée par la France et certains Africains, c'est bien aussi le champ économique. Ils ne font pas de bruit, mais ils continuent à faire des affaires et une bonne partie de l'économie qui devrait contribuer à répondre aux intérêts des Africains échappe toujours à cela, mais il ne faut pas de bruit. Mais la France-Afrique ou autre, ce que vous pouvez mettre avant ou après Afrique sur le plan économique, mais pour cela, échappe donc aux Africains, mais pour cela, il faut aussi changer de philosophie et de vision et d'imagerie, donc pour que ça puisse intervenir dans les choix. Et comme ça ne se fera pas avec une vision volontariste, positiviste ou courtoisie, il faudra l'imposer sur le plan politique, l'imposer sur le plan géopolitique. Vous l'aurez compris, ceux qui sont autocrates, ceux qui additionnent les mandats n'ont bien sûr pas l'utilité que cela puisse se faire. Sinon, bien sûr, en un week-end ou quelques jours, ils seront obligés de quitter leur trône où ils pratiquent la foire du trône et le quotidien complètement acéré, pas cornérisé, mais laminé de bien des intelligences, des destins bafoués depuis des décennies. Donc cela n'est pas seulement l'affaire des Africains et de certains partenaires, comme certains Africains pensent que l'Ukraine n'est pas notre guerre ou notre conflit. L'Ukraine fait partie du monde, comme le Congo, comme le Burkina et autres font partie du monde, et nous sommes membres de l'ONU. Donc c'est aussi peu ou prou notre affaire. Donc on ne peut pas être dans la communauté nationale et parfois se mettre de côté. Non, on doit y être à chaque fois de manière équilibrée, peu ou prou et autres, et voir nos intérêts, mais ne pas contredire aussi ceux qui vivent peu ou prou la même chose ailleurs. Donc, il faut vraiment se dire que l'ONU, la communauté internationale, nous y sommes. Il y a des puissances, mais nous y sommes. Oui, mais est-ce que la posture de l'Afrique n'est pas là une manière de dire que bon, l'Afrique est lassée de cette politique? Ah non, mais moi je suis deux mesures. Parce que quand cela arrive aux pays africains, généralement, la communauté internationale ne se mobilise pas et lorsque cela arrive ailleurs, c'est tout le monde qui est embarqué. Est-ce que ce n'est pas là aussi une manière pour l'Afrique de dire que c'en est trop? Mais ce que je viens de dire ne contredit pas du tout ce que vous dites. Au contraire, ce qu'on dit, c'est la même chose. Et ceux qui nous ont précédés avant qu'on vive déjà interpellaient l'ONU et les autres communautés internationales ou échanges internationaux, quelle que soit la forme, et les institutions, sur deux poids, deux mesures, sur des indignations
à géométrie variable, sur des visions complètement erronées et voire méprisantes. Donc, au contraire, mais aller dans les bras de certains en pensant que là, c'est là, ça serait le nec le plus ultra. Moi, je pense que le nec le plus ultra, c'est essayer de mettre en œuvre, et sur le plan philosophique de manière plus dense et intense, c'est un panafricanisme qui demande à chacun et tous nos tutelles. On a une diversification de nos partenariats dans l'intérêt des nations, pas dans l'intérêt des autocrates et des dictateurs, bien dans l'intérêt des nations, parce que là, ce qu'on voit et ce à quoi on risque d'assister, c'est qu'il va y avoir une captation, une confiscation de cette géopolitique des peuples, notamment qui disent, comme vous dites, et comme je l'ai dit, mais surtout comme vous l'avez bien dit, la lassitude de certains comportements avec géométrie variable, ne serait-ce que budgétaire. On voit tout ce qui a été alloué pour combattre sur le plan de l'Ukraine, tout ce qui a été alloué ici et là, et ce qui n'est pas alloué au continent africain, mais tout ce que l'Afrique est dépossédée en termes sur le plan économique et matières premières et autres, et la liste est tellement longue que ça nous emmènerait peut-être jusqu'à la nuit pour le citer. Donc c'est bien ne pas demander aux autres, mais bien se concentrer, peut-être redéfinir l'intérêt des sociétés africaines. Et j'allais vous promettre, mais j'en suis certain que l'intérêt des sociétés africaines n'est pas en phase avec l'intérêt des autocrates et des dictateurs africains. C'est là aussi que le bas blesse, dont se jouent certains dans la communauté internationale qui voient certains pays et certains régimes comme vulnérables. Et quand vous êtes vulnérable sur le plan géopolitique, eh ben vous vous faites piller, vous vous faites avoir. Et je pourrais avoir nombre d'adjectifs en cela. Donc l'important, c'est d'interroger les chancelleries, d'interroger les diplomaties, qu'ils soient du continent et d'ailleurs, qui soient en phase avec l'ensemble des sociétés civiles, même s'il y a une polyphonie, même si elles sont très hétéroclites. Mais ce qui domine quand même, c'est le besoin de liberté, c'est le besoin d'expression, c'est le besoin d'arrêt des mandats qui s'additionnent, des décennies qui s'additionnent, l'arrêt des États autocratiques et dictatoriaux. Et ça, c'est bien l'ensemble, voire la majorité des Africains qui sont sur le continent ou ailleurs, qui le demandent, mais qui combattent depuis des décennies, avant même, monsieur Perrin, que nous vivions et que nous arrivions sur cette terre. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. En revanche, ce qui est nouveau et ce qui ne retournera pas s'asseoir, c'est bien cette géopolitique des peuples qui est inarrêtable en Afrique et qui ne fera que se densifier. Alors, souvent, elle est traitée de trublions, de jeunes, de ceci, cela, mais ne pas faire attention à cela, être sûr de soi, se réunir, être fort. L'Afrique est un continent extrêmement riche d'ailleurs, c'est pour cela, comme si on revient à votre première question, c'est aussi un théâtre de géoéconomique, de géostratégie et de géopolitique. C'est pour cela, parce que ces puissances ne viennent vous voir et ne sont là ni pour la courtoisie, ni pour ceci ou cela. Il y a bien des intérêts vus comme supérieurs qui malheureusement font force. Donc il faut être là où se situent les enjeux, qu'on soit africain ou non. Nous parlons en tant qu'Africains, nous parlons en tant que personnes qui sommes, entre guillemets, quel que soit notre métier, en lutte pour une émancipation, pour un respect des uns et des autres. Donc, il faut absolument, dès qu'on parle géopolitique, faire la géopolitique, on parle sociologie, faire la sociologie, qu'on parle politique, faire de la politique. Et c'est vrai qu'on pourra après l'arrimer ou mettre un nœud rouge avec, ouvert avec la courtoisie et autres. Sauf que le quotidien de la plus grande partie des Africains nous rappelle à l'ordre pour qu'on puisse faire véritablement la géopolitique, de la politique et autres. Donc, questionner sans condamner peut-être ceux qui vont nous répondre, mais questionner, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'avis et de positionnement ou un seul avis, un seul positionnement. C'est bien une foule de positionnements qui font et qui célèbrent l'intelligence de tous les Africains qui y a sur le continent et ailleurs, mais bien dire que tout cela est terminé, tout ce qui dure depuis des décennies, voire des siècles, et que ceux qui sont debout, et ils sont majoritaires en Afrique dans la géopolitique des peuples,
Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain ou après-demain que ce qui doit se terminer, se terminera. Bien, voilà, c'est la fin de cette émission. Merci, Monsieur Jean-Claude Félix Chikaya, d'avoir répondu à nos questions. Ça a été plus qu'un honneur pour nous de vous avoir reçu sur notre plateau. À vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir suivis, likez, partagez. Pour ceux qui nous ont rejoints pour la première fois sur Keller TV, ne manquez pas de vous abonner. On se dit donc à très bientôt. Mais d'ici là, prenez vraiment soin de vous car chaque jour est une vie. Merci.